Salut à toutes et à tous, c'est Falkin. Bon, comme vous pouvez l'apercevoir, mon fond n'a toujours pas changé, toujours pas reçu mon bureau, toujours pas reçu ma déco. On est sur une ambiance très chaleureuse. Mais ça nous empêchera pas de nous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Le milieu du showbiz, ça fait rêver. Sexe, alcool, argent, femmes. Un très bon résumé pour une émission enquête exclusive là. Mais il faut savoir que le milieu de la musique, quand on enlève un peu les paillettes, parfois ça peut être un peu triste. Et même plus banal qu'on peut le croire. Des tournées tout seuls interminables, du décalage horaire, des situations ultra opposées du style mixé devant une foule complètement tarée de 100 000 personnes en train de beugler ton nom. Et le soir après, te retrouver tout seul dans ton petit appart parisien. Le stress, la fatigue et la montée de la célébrité à la tête, ça peut parfois amener certains artistes à consommer de la drogue. Et malheureusement parfois jusqu'à leur mort. J'ai envie aujourd'hui avec vous un peu d'analyser les liens entre les musiciens et la drogue. Voir les raisons de ces consommations. Est-ce que c'est vraiment aussi cool, répandu ou scandaleux que ça peut être dépeint parfois par certains médias. Un petit résumé scientifique des grandes catégories de drogue consommées en général. En premier, les stimulants. La coke, les amphètes, les extas. Des trucs qui vont exciter, augmenter l'éveil, te mettre à bloc. Le genre de drogue qu'on peut trouver en général en soirée pour le côté un peu festif du truc. Les dépresseurs, genre alcool, héroïne, opium. Pile l'inverse, en théorie ça te dégomme complet. Ça te met au ralenti. Du coup tu captes un peu moins ce qui se passe, un effet on va dire un peu relaxant. Il y a pas mal de médicaments sous ordonnance qui sont dans cette catégorie comme par exemple le Xanax, la codéine. Des drogues pas mal utilisées ou du moins arborées dans le rap jeu. Et en troisième, les perturbateurs, le cannabis, le LSD. Là c'est encore autre chose, ça te change d'humeur, change ta perception des choses et te fait halluciner. Du coup j'ai pas forcément compris quel était le rapport entre les hallucinations et le cannabis. Mais bon, c'est également classé dans cette catégorie donc peu importe. Le but c'est pas de vous faire un exposé des drogues pour vous dire allez-y, foncez, vous verrez c'est cool hein. On s'emballe pas, c'est juste pour informer. Du coup vous pouvez comprendre qu'avec ces grandes catégories de drogue, les artistes peuvent s'y retrouver dans chacune. Prenons l'exemple, hop là, t'enchaînes date sur date, t'es complètement éclaté, tu dors absolument pas, bim, un peu de stimulant, de la coke pour plus dormir. Mais ça n'empêche pas que t'es ravagé par le stress, c'est un concert là que tu vas faire devant 10 000 personnes, ça te met la boule au ventre, tu te pisses dessus, un méga coup de pression, pouf, un petit dépresseur. Et ensuite, après tout ça, tu reviens chez toi, t'as besoin de créativité, de changer ta vision des choses, parce que t'as l'impression de tourner en rond. Hop, un peu de LSD. Des perturbateurs, comme ont pu en consommer pas mal d'artistes du type Jimi Hendrix ou les Beatles. C'est résumé de façon très grasse, mais en gros, c'est ça le principe. Ce serait parfait comme équilibre, me diriez-vous, si les drogues avaient pas ce côté addictif et destructeur, et créaient pas une dépendance autant psychologique que physique chez les consommateurs vraiment vénères. Ce que j'ai trouvé assez intéressant en faisant mes petites recherches là, c'est qu'on pourrait aisément croire que se droguer c'est un truc de rockstar, de gros rappeurs du style Lil Pump qu'on voit tout le temps fièrement arborer ces fameuses boissons violettes qui sont le lean, une boisson à base de codéine, ou bien encore que ça serait un truc de DJ à coup de techno coco complètement à bloc. Eh ben non, dites-vous que même en musique classique on peut retrouver ce genre de comportement. En effet, tous ces musiciens partagent une chose, c'est certes l'amour de la musique, mais c'est aussi également le fait de se produire devant un public. Et qu'on soit DJ, rappeur, rocker, musicien classique, ce que tu veux, dans tous les cas, ça peut faire flipper de se retrouver devant un public. Une étude sortie par The Guardian montrait que 25% des musiciens classiques, professionnels, souffraient de problèmes de santé dus au stress, de peur d'être confrontés à un public lors des prestations. Et 15% souffraient même de problèmes graves de santé. En d'autres termes, potentiellement ils s'enfilaient pas mal de bouteilles de vodka ou autre drogue pour pouvoir un peu combattre ce stress. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo d'ailleurs, mais une ancienne violoniste professionnelle du nom de Rachel Lander a écrit un article témoignage justement en tant que pro du milieu autour de ce sujet. Pareil, elle avait ce gros problème de stress, du coup elle est devenue alcoolique et commence à s'envoyer pas mal d'alcool avant de monter sur scène. Ça lui permettait de se désinhiber, elle était moins tendue, ça se passait mieux, mais bon, ça a forcément mal tourné, vous verrez. Le stress, c'est donc une des raisons qui pousse des artistes potentiellement à prendre de la drogue. Mais on va aussi retrouver le facteur fatigue qui est super récurrent au niveau des raisons de cette consommation. C'est connu, le milieu de la musique, c'est pas forcément le plus reposant du monde. On travaille beaucoup à des horaires un peu souvent chelous, du transport, beaucoup d'attentes. Ça fait beaucoup de moments dans une journée qui sont pas très reposants. Rien de mieux à ce moment-là qu'un petit remontant. Et hop, une trace et ça repart. Non, effectivement, il y a rien de plus mauvais pour le corps que de le priver de sommeil artificiellement par de la drogue. Ce qui est ouf d'ailleurs avec cette cocaïne, c'est que de nombreux artistes comme Lady Gaga, David Bowie, mais même pas forcément qu'en musique, hein. Dans d'autres domaines artistiques comme en littérature par exemple avec Stephen King, tous ces types ils ont reconnu en avoir pris un bon petit paquet pour le sentiment de surconfiance que ça leur filait. Ce sentiment d'invincibilité, mais aussi d'éveil. Les mecs ils avaient l'impression d'être 100 fois plus efficaces, mais qui se dissipe dès que les effets de la drogue s'arrêtent, qui du coup les poussait à en prendre encore et de plus en plus. Jusqu'à ce que, alors celle-là je l'aime bien, ils en arrivent à sniffer la moitié du Pérou, comme dira un jour Steven Taylor qui est le chanteur d'Aerosmith. Un peu compliqué à faire d'ailleurs, sachant que le Pérou a une surface de 1,285 millions de kilomètres carrés, la moitié représente du coup 0,643, 1 gramme de coke sur
sur une ligne représente à peu près 20 cm sur 1, soit 0,002 m². Il faudrait du coup, d'après mes calculs, qu'il sniffe l'équivalent de 3215 tonnes, soit à peu près 30 fois le poids d'une baleine. Bah, sacré aspirateur le bonhomme. Pour certains de ces artistes, cette confiance en eux leur a permis clairement d'être beaucoup plus créatifs. Comme Eric Clapton par exemple, qui est une des références dans la musique et de tout ce qui touche à la cocaïne, qui a d'ailleurs, en hommage à sa dépendance, très simplement écrit une chanson qui s'appelle Cocaïne. Au moins, c'est explicite et assumé. Certaines drogues comme le LSD ont pu également avoir cet effet de développement de la créativité chez certains artistes. Je pense notamment aux Beatles qui ont découvert le LSD à un certain moment, et je crois que juste après leur album Sgt Pepper a été créé. Du coup, on se demande si cette découverte n'a pas été un peu responsable de la création de cet album. Dans la même catégorie de drogue, on a le cannabis qui est extrêmement courant dans le milieu artistique, pour ce côté planant et léger et qui aide certains artistes au niveau de la créativité. Même si, on le sait maintenant, le cannabis c'est pas non plus magique. C'est pas parce que vous fumez un pétard que d'un seul coup vous allez devenir un génie musical et que vous allez pouvoir nous pondre un album instantanément. Non, bah justement, il y a un journal américain du nom de Consciousness and Cognition, yeah baby, qui a sorti une étude qui montre les liens entre la créativité et la consommation de cannabis. Effectivement, le cannabis ça peut stimuler la créativité, mais ça dépend énormément de l'individu à la base. En gros, si vous êtes le genre de mec un peu timide, complexé, un peu refermé sur vous, qui a une créativité mais qui ose pas l'exprimer, le cannabis ça peut apparemment un peu aider à niquer ces barrières et vous permettre d'être plus créatif. Mais pour les mecs qui sont flex de base, bien tranquille, ça va pas être magique, ça va à peu près servir à rien, limite même ça va faire l'effet inverse. L'étude est assez intéressante et je vous mettrai le lien dans la description également. Bon, on parle des Beatles là, c'était il y a 40 ans, mais le LSD c'est encore utilisé par certains artistes de nos jours, comme Chance the Rapper par exemple, qui a clairement avoué amoureusement avoir écrit pas mal de textes sous LSD. L'alcool, la drogue, c'est parfois des choses que les artistes subissent en fait. N'oublions pas qu'on est dans un milieu pro qui touche au milieu de la nuit. La frontière entre l'amusement et le boulot est parfois un peu fine. Les artistes se retrouvent rapidement à boire un verre parce que oh, ça fait longtemps que toi et moi on n'a pas joué ensemble dans la même ville, ou ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cet artiste. Sauf que quand tu fais des dates tous les jours, pour certains, on fait un peu mieux au niveau du foie. L'alcool devient alors, comme dans beaucoup de milieux mondains, une sorte d'acte social qui finit parfois par ronger les artistes et qui en a tué un sacré paquet. Genre une anecdote marrant là, le bassiste des Guns N' Roses amoureusement avoué qu'en dehors de toute la coke et l'héroïne qu'il s'envoyait dans la gueule, il demandait à ce qu'à chaque fois qu'il se réveille, il ait toujours une bouteille de vodka à ses côtés, sans quoi c'était sûr qu'il passait une mauvaise journée. Sacré petit déj. Bon, ok, on a vu que la drogue, c'est présent dans le milieu de la musique, y a pas à chier. Même si l'image que cette drogue représente a vachement évolué. Mais y a un truc à retenir, c'est que ces excès, ces gens qui en consomment comme des ânes, y en a pas mal, certes, mais ça reste une petite minorité comparée à toute la masse d'artistes professionnels, qui eux, en revanche, prennent absolument pas de drogue, alcool ou très peu. Il y a tout un imaginaire autour des backstage de soirées, de festivals, comme quoi ce serait des endroits de méga partous, où tout le monde se drogue, tout le monde baisse dans tous les sens et que c'est n'importe quoi. Je pense que vous seriez assez étonné, voire peut-être déçu de voir à quoi ça ressemble vraiment. La plupart du temps, c'est tout calme, parce que soit c'est vide, parce que les artistes arrivent genre juste pour leur show et repartent après, parce qu'ils ont potentiellement d'autres dates juste après dans un autre pays ou qui sont complètement éclatés de fatigue, soit c'est assez calme, ça discute gentiment autour d'une bière. Parce que pour la santé physique et mentale, tu peux pas te permettre à chaque fois que tu joues quelque part de te défoncer la gueule complètement quoi. C'est certes un métier cool, lié à la fête, aux soirées, mais ça reste, un métier. Prenons l'exemple du groupe Queen. Freddie Mercury se droguait comme un âne, faisait la fête comme un abruti. Mais tous les autres membres du groupe, eux par contre, ils étaient sobres comme des cochons la plupart du temps. Ils picolaient à l'occasion, se droguaient un peu, blablabla. Ça reste mignon comparé au milieu dans lequel ils évoluent, mais ils étaient clairement raisonnables. Mais bon, c'est juste plus appétissant pour les médias de parler de la consommation de drogue de Freddie Mercury que de la naissance des enfants du batteur Roger Taylor par exemple. Le putaclic a toujours existé. N'oubliez jamais que les artistes à la base, ils sont comme tout le monde. Ils sont fatigués, ils sont tristes, ils stressent. Beaucoup stressés d'ailleurs en général. Et que leur notoriété peut parfois tendance à les rendre à un niveau de demi-dieu. Mais à la base, c'est des mecs comme tout le monde. La notoriété, ça peut t'enfermer dans une bulle de solitude. Ce qui est paradoxal parce que dans le fond, t'es entouré par de plus en plus de monde, autant que ce soit des pros, que des potentiels collègues, que des fans. Mais si à la base, t'as pas une famille, des amis qui sont bien solides derrière, pour te faire garder un peu les pieds sur terre, les drogues peuvent être une solution pour ces personnes. Pour se sortir de cette pression et de cet environnement social un peu bizarre, quitte à peut-être un jour malheureusement rejoindre le club des 27, ce tristement célèbre club constitué de types du genre Jimi Hendrix, Kurt Cobain, récemment Amy Winehouse, des artistes méga connus morts d'overdose à 27 ans. Mais bon, allez, on va quand même finir sur une note un peu rigolote. On va finir par quelques champions de la drogue qui se sont drogués
comme des mules, mais qui sont toujours en vie malgré tout ça. Bon, il y en a quand même une bonne liste, hein, mais je vais en garder que quelques-uns, comme Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones, qui s'est, d'après la légende, drogué comme un âne pour l'enregistrement de l'un de leurs albums, à tel point qu'il aurait pas dormi pendant 9 jours, même pas battu un cil d'après ce qu'il aurait sorti en interview. Ou bien deuxième champion, Ozzy Osbourne. Alors lui, je l'adore, ce mec qui s'est enfilé des quantités dans le gosier de toutes les drogues possibles et imaginables, pareil. Il y a tellement de photos et d'interviews de lui où on le voit où il est complètement stone avec les grands yeux, il sait même plus quoi répondre. Et il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, un labo américain a fait un test sanguin du Ozzy pour savoir comment c'était possible que ce mec soit encore en vie, comment ça se faisait que Ozzy soit Ozzy. Alors il s'est rendu compte de deux trucs marrants dans son sang. De un, qu'il avait un métabolisme malheureusement qui le poussait facilement à devenir accro en général. Du coup il s'est suivi qu'à peine il commençait un peu à picoler, à se droguer, et bam, son corps il a dit à moi, à moi, à moi, à moi. Et qu'à force de picoler surtout, il crée plus qu'un être humain normal d'une certaine enzyme qui permet de détruire la molécule d'alcool, en gros résumé. Ce qui lui a permis de survivre, sans quoi, vu tout ce qu'il a picolé, normalement il serait mort. Et comme dirait sa femme le jour de la fin du monde, il restera sur terre les cafards, Ozzy Osbourne et Keith Richards. Il y a 10 000 autres actes sur lesquels j'aurais pu partir, mais là j'avais vraiment envie de me focus sur le regard qu'on peut avoir sur les artistes par rapport à cette consommation. Essayer un peu plus de les comprendre et de se mettre à leur place, que même si malgré le fait qu'ils gagnent blindés de thunes, qu'ils ont l'air d'avoir une vie quand même qui est plutôt rigolote, que c'est pas non plus toujours malheureusement la vie de rêve. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre.